Été 1943. À Crossville Prison Field, Tennessee. Le liquide en or effervescent à l'intérieur de la bouteille a fasciné le soldat allemand, qui n'avait jamais vu quelque chose d'aussi intrigant. Après 2 ans de bataille dans le désert africain, survivant avec des biscuits durs et un café amer de faible qualité, ce soda sucré nommé Coca-Cola ressemblait à un miracle tangible. Cela ne coûte que 5 cents dans la cantine du pays, le même prix que les gardes lui ont dit d'être payés par les enfants américains avec leur allocation. Cet été-là, dans les camps de prisonniers aux États-Unis, 371 683 soldats allemands sont tombés sur une réalité qui a démantelé tous les mensonges de la propagande nazie sur la faiblesse américaine. Ils ont découvert un pays où la crème glacée était un dessert ordinaire, les boissons gazeuses faisaient partie de la vie quotidienne et les barres de chocolat étaient si abondantes que les gardes les ont distribuées sans cérémonie. Ces plaisirs simples, que la plupart des enfants allemands n'avaient jamais prouvés, a sapé l'idéologie nazie avec une efficacité qu'aucune campagne de contre-propagande ne pouvait égaler. Les mathématiques de l'abondance ont été écrites dans des bulles de sucre, de chocolat et de glace, révélant une capacité industrielle qui a transformé la privation allemande, autrefois glorifiée comme un sacrifice héroïque, en souffrance inutile et absurde. Ce qui a commencé comme étonnement avant les friandises américaines deviendrait bientôt une révolution psychologique irréversible. La fin du désert était arrivée en mai 1943, lorsque la reddition des forces de l'Axe en Tunisie a joué environ 250 000 soldats allemands et italiens entre les mains des Alliés. Ces anciens combattants durcis par le soleil africain, qui sous le commandement de Rommel avaient poussé les Britanniques en Égypte, espéraient être traités brutalement. Après tout, la machine à propagande de Goebbels les avait préparés à faire face à la faim et au mauvais traitement entre les mains de la décomposition américaine. Mais en quelques heures après la reddition, ils ont reçu quelque chose d'inattendu, le flux américain K. Alors que les soldats américains eux-mêmes se plaignaient de la monotonie de ces forfaits, pour les Allemands affamés, ils étaient un banquet incroyable. Craqueliers, fromage transformé, bonbons, barres de fruits, café soluble, comprimés de sucre et cigarettes, des articles qui ne faisaient pas partie de leur alimentation misérable pendant des mois, maintenant ils étaient là, à leur disposition. Les dossiers militaires montrent que dans les terrains de dépistage de l'Afrique du Nord, l'armée américaine a servi des crêpes avec du sirop, des œufs frais et du lait, des aliments qui avaient disparu des rations allemandes des années plus tôt. La stratégie de bien alimenter les ennemis a commencé là-bas, bien que leur impact psychologique ne soit compris plus tard. Un officier allemand déclarait alors à la Croix-Rouge internationale, « Nous avons attendu la faim comme des prisonniers. Au lieu de cela, les Américains nous ont mieux nourris que notre propre armée ne l'a jamais fait. » C'était la première fissure de tout ce qu'ils nous avaient appris sur l'Amérique. Les navires Liberty, produits à un rythme hallucinant, une toutes les 42 heures au plus fort de la production, transportaient jusqu'à 30 000 prisonniers par mois à travers l'Atlantique cet été 1943. Des documents de la marine révèlent que les aliments à bord équivalents, ou même dépassés, ceux de l'équipage eux-mêmes, environ 3500 calories quotidiennes, du pain frais, des légumes avec du lait. Les systèmes de réfrigération, standards dans les navires américains, ont maintenu des aliments frais tout au long de la traversée. Mais le détail le plus surprenant ? Les dossiers officiels attestent que la crème glacée a été servie plusieurs fois pendant les voyages. Le journal embarqué du général M.B. Stewart en juillet 1943 note que le jour de l'indépendance, les prisonniers ont reçu de la crème glacée produite sur le navire, 10 gallons par lot. Pour les hommes qui n'avaient pas vu de crème glacée depuis avant la guerre, cette délicatesse froide au milieu de l'océan était une preuve incontestée d'une puissance qui remet en question la logique. Quand ils ont atterri dans des ports comme Norfolk et Newport News, les prisonniers allemands sont tombés sur une Amérique que le régime nazi a juré était impossible. La base navale de Norfolk, avec ses 4300 acres d'installations modernes, a déménagé plus de chargements en une seule journée que les principaux ports allemands en une semaine. Dans les magasins des travailleurs portuaires, les étagères ont montré des barres de chocolat Hershey, Mars et Nestlé en quantité industrielle. 1943 Les dossiers d'acquisition militaire montrent que ces magasins offraient des dizaines de bonbons, tous au même prix dans n'importe quelle ville américaine, 5 cents par bar. Le voyage en train à l'intérieur du pays a approfondi le choc. Contrairement aux wagons de bétail utilisés en Europe, les prisonniers ont voyagé dans des voitures particulières, avec des repas complets servis dans la réinstallation. Juillet 1943 Menu record poulet frit, légumes, tartes et café, pas de traitement spécial, juste la norme américaine. Les camps de prisonniers américains ont non seulement été remplis, mais ont dépassé les exigences de la Convention de Genève. À Crossville, au Tennessee, un champ typique, les prisonniers avaient accès à la lumière électrique, à l'eau chaude, aux toilettes à décharge et aux hébergements chauds.
Mais c'est dans les magasins PX, les magasins de terrain, que la vraie révolution s'est produite. Selon le siège social de l'armée, ces magasins ont vendu plusieurs marques de soda, Coca-Cola, Pepsi, Dr Pepper, RC Cola, des barres de chocolat, de la crème glacée où il y avait une réfrigération, des cigarettes, des fruits frais, de la bière à faible alcool et une variété de collations. Les prisonniers ont gagné 80 cents par jour de travail, une valeur a ensuite augmenté à $1. Avec des barres de chocolat à 500 et des boissons gazeuses pour le même prix, une seule journée de salaire vous a permis d'acheter ces articles, une abondance impensable en Allemagne, où les produits, lorsqu'ils existaient, étaient le privilège de ceux qui avaient des connexions spéciales. Coca-Cola est devenu le symbole maximal de cette démocratie industrielle américaine. Les données de l'entreprise révèlent qu'en 1943, 5 milliards de bouteilles ont été produites. Un contrat militaire a garanti que chaque soldat américain, dans n'importe quel front de bataille, n'a payé que 5 cents pour la boisson, un engagement logistique sans précédent. Les prisonniers allemands ont constaté que le soda, inconnu de la plupart avant la capture, était partout aux États-Unis. Chaque champ a reçu des livraisons régulières. Dans les travaux forcés, ils ont vu des machines de vente et des réfrigérateurs dans les stations-service, les usines, les écoles. Les Américains de tous âges et classes ont consommé la boisson sans cérémonie, jetant des bouteilles en deux sans même réfléchir. La normalisation les rendait étonnés, Coca-Cola avait la même saveur dans le Maine ou le Texas, un contrôle de qualité que l'industrie allemande n'a même pas rêvé d'égal. Les archives historiques de la société confirment que de nombreux domaines ont reçu entre 200 et 300 boîtes par semaine, chacune avec 24 bouteilles. Seul le champ Irno Texas a consommé environ 7000 bouteilles par semaine cet été-là. Et la glace? Pour les Allemands qui ne l'ont pas goûté depuis avant la guerre, sa présence dans les champs américains était presque un affront à la réalité. Mais les records de l'armée ne laissent aucun doute, là où il y avait un refroidissement, la crème glacée était servie régulièrement pendant les mois d'été. La machine de guerre américaine avait non seulement remporté des batailles, elle avait gagné Mans, une cuillerée de glace à la fois. La crème glacée n'était pas un simple coup de tête, elle était considérée comme essentielle au moral des troupes, si vitale que la marine américaine a commandé des navires spécialisés uniquement pour transporter des ingrédients et des équipements de fabrication de crème glacée par la flotte du Pacifique. Imaginez la scène à Camp Shelby, Mississippi, sur le brûlant le 4 juillet 1943, pendant que des feux d'artifice explosaient dans le ciel, les prisonniers allemands ont regardé, incroyants, le personnel de l'armée tournant des manivelles, produisant des gallons de glace fraîche, du sel, cc. Ils sauraient faire du lait, du sucre et des essences. Les déchets apparents, la glace au milieu de l'été, la crème et le sucre destinés à une frivole sucrée, étaient une démonstration de priorité qui ont contesté toute la logique de la rareté sous laquelle l'Allemagne nazie opérait. En 1944, de nombreux champs avaient déjà des machines électriques à la crème glacée, offrant des saveurs qui dépassaient la variété et la qualité des meilleurs magasins de crème glacée allemands servis avant la guerre, chocolat crémeux, vanille pure, fraises fraîches, noix de pécan au beurre indulgent. Les détenus pourraient acheter des cônes pour 10 cents, des sandwichs à la crème glacée pour le même prix ou des verres de saveurs variables. Les dossiers d'acquisition de l'armée révèlent que les plus grands champs ont commandé entre 50 et 100 gallons chaque semaine pendant les mois chauds. Ce n'était pas un luxe occasionnel, c'était une routine. Et chaque cuillerée était un rappel cinglant que, alors que l'Allemagne rationnait des miettes, l'Amérique distribuait l'abondance comme s'il s'agissait d'un droit inaliénable. Mais rien n'a frappé plus profondément que le sucre. En Allemagne, 280 grammes par mois, lorsqu'ils sont disponibles, était l'épidémie pour les civils. Dans les champs américains, le sucre était dans des bols sur les tables de salle à manger à l'aise. Les documents du quartier maître montrent qu'entre 1943 et 1945, les champs ont reçu des sacs de 45 kg de sucre raffiné chaque semaine. Les boulangeries de terrain ont utilisé l'ingrédient sans économie, des gâteaux mignons, des biscuits croustillants, des tartes généreuses sont apparues sur les menus fréquemment dépendants. Le café, le thé, les céréales et les desserts étaient sucrés sans restriction, comme si le sucre était aussi infini que l'eau. Un épisode du camp Aliceville, en Alabama, en août 1943, résume cette réalité absurde pour les Allemands, des centaines de livres de sucre durci avec l'humidité estivale. Au lieu de le récupérer avec de la vapeur, comme n'importe quel Allemand l'aurait fait, la cuisine a tout simplement jeté le tout et en a demandé plus. Les prisonniers qui travaillaient dans la cuisine étaient visiblement ébranlés par les déchets. Pour eux, c'était comme regarder quelqu'un brûler des notes Marco dans un incendie. Le chocolat, à son tour, a révélé une abondance démocratique. Hershey, Mars et Nestlé ont produit des millions de barres par mois, même avec des restrictions de guerre.
L'armée américaine à elle seule a acheté 172 millions de livres de produits de chocolat pendant le conflit. Dans les champs, les cantines offraient une variété, la barre Hershey classique, les rations d'urgence, les dérations, chocolat résistant à 60 degrés Celsius, développés pour les soldats de combat, ainsi que des bonbons tels que Snickers et Milky Way pour 5 à 10 cents. Les prisonniers ont constaté, étonnés, que les Américains avaient des préférences, certains ont choisi Hershey, d'autres ont rejeté et très sucré, comme si c'était une question de goût personnel, pas de survie. Et puis les forfaits de la Croix-Rouge sont arrivés, chaque mois, chaque prisonnier a reçu une boîte avec du chocolat, du café instantané, du fromage transformé, des biscuits, de la viande en conserve, des cigarettes et du savon. Les articles qui, en Allemagne, étaient des rêves lointains pour les civils, étaient ici distribués en complément à la nourriture déjà pleine. Le véritable choc culturel, cependant, est venu en Thanksgiving de 1943. Une célébration purement américaine, sans équivalent dans le calendrier allemand, qui exposait aux prisonniers une capacité de logistique capable d'embarrasser même le planificateur le plus efficace du Troisième Reich. Tous les champs sans exception ont servi le même banquet, dinde rôtie farcie, purée de pommes de terre avec sauce, patates douces, sauce au canneberge, tarte à la citrouille, café et lait. Le même repas que 425 000 soldats américains ont reçu sur des fronts de bataille dans le monde. Le message était clair, même l'ennemi a été traité avec la même dignité qu'un génie. Pour les Allemands créés dans la hiérarchie raciale nazie, c'était une hérésie organisationnelle. Mais c'est à Noël 1943 que la générosité américaine a atteint son sommet subversif. Alors que la publicité Goebbels a peint les États-Unis en tant que nation de capitalistes cruels, d'églises, de groupes civiques et même de familles. Des groupes de soldats envoyaient des colis aux prisonniers allemands. L'American Friends Service Committee a distribué à lui seul 50 000 boîtes de Noël remplies de biscuits faits maison, de bonbons, d'articles de toilette, de jeux, de livres, de cigarettes et de fournitures d'écriture. À Tonkawa, en Oklahoma, les habitants ont apporté des friandises faites maison aux Allemands du canton Kawa. À Hearne, au Texas, des groupes religieux ont distribué des biscuits et des bonbons aux prisonniers. C'est là que fut le coup final porté à l'idéologie nazie, un agriculteur dont le fils avait combattu en Europe cuisinait pour l'ennemi. Non pas par faiblesse, mais par force morale que le régime hitlérien n'a jamais pu comprendre. Lorsque la pénurie de main-d'œuvre a poussé des milliers de prisonniers à travailler hors des camps à environ 100 000 en 1944, ils ont vu de près la machine qui alimentait cette abondance. Dans les vergers du Michigan, ils cueillaient des cerises qui seraient transformées en marasquins, ces petites cerises brillantes qui décoraient les coupes glacées. L'ampleur les a stupéfiés, des fermes individuelles produisant des tonnes de fruits juste pour la décoration. Dans les conserveries, on a été témoin de la rigueur américaine, Delmont a rejeté 15% de la production en raison des imperfections mineures, des fruits légèrement cabossés ou hors de la taille standard, qui finissaient dans l'alimentation animale. Dans la production de betteraves sucrières du Colorado et du Nebraska, ils ont vu une mécanisation agricole que l'Allemagne ne pouvait que rêver d'égaler, une seule ferme récoltait plus que des régions entières du Reich. Des données datant de 1944 montraient que les États-Unis produisaient 7 millions de tonnes de sucre par an, d'où la manière naturelle dont cet ingrédient était jeté au camp à Liceville. Et puis il y avait les écoles. Les prisonniers qui travaillaient à proximité des écoles américaines regardaient, fascinés, les déjeuners servis aux enfants, des repas chauds avec du lait, des protéines et des légumes, un programme qui sera formalisé en 1946 avec le National School Lunch Act, mais qui était déjà en vigueur pendant la guerre. Qu'est-ce qui les a le plus impressionnés ? Du lait frais livré quotidiennement, en quantité que l'Allemagne ne pouvait garantir même à ses troupes. Dans certaines cantines scolaires, les enfants pouvaient acheter de la glace en dessert. Alors que les enfants allemands avaient faim, ici les plus petits choisissaient entre les saveurs de la glace comme s'il s'agissait d'un droit fondamental. Lorsque les prisonniers à faible risque déjeunaient dans des restaurants américains toujours sous surveillance, bien sûr ils rencontraient la démocratie dans leur assiette. Des menus qui, en Allemagne, n'existaient que dans les restaurants d'élite, étaient ici accessibles à toute personne disposant de quelques pièces en poche. En 1944, un hamburger coûtait 25 cents, un Coca-Cola 5 cents, une tranche de tarte 15 cents, un soda 25 cents et un plat complet avec viande, accompagnement et dessert coûtaient 65 à 75 cents. Mais le véritable scandale n'était pas le prix, c'était l'égalité. Un ouvrier et un banquier prenaient le même repas, côte à côte au comptoir, servi par la même serveuse, payant le même prix. Aucune distinction, aucune déférence. Juste la logique implacable d'un système qui traitait l'abondance non pas comme un privilège, mais comme une norme.
Et lorsque les prisonniers eurent enfin accès aux journaux et magazines américains, ils découvrirent quelque chose d'encore plus inquiétant, tous ces surplus. Ils ne représentaient qu'une fraction de ce que le pays produisait réellement. Les chiffres ne mentent pas et ils ont écrasé toute illusion de supériorité allemande avec la force d'un marteau industriel. En 1944, alors que l'Allemagne luttait pour extraire le sucre des betteraves rationnées et distribuer du chocolat uniquement comme ration militaire d'urgence, les États-Unis produisaient 7 millions de tonnes de sucre, soit suffisamment pour sucrer 3 fois chaque tasse de café de l'Axe. L'armée américaine consommait à elle seule 380 millions de livres de chocolat et de cacao par an, tandis que Coca-Cola en mettait 5 milliards en embouteillage rien qu'en 1943. Glace. Plus de 500 millions de gallons par an. Lait. 119 milliards de livres, un océan blanc que l'Allemagne, avec ses maigres quotas et ses maigres quotas. Remplacés par l'eau, je ne pouvais même pas rêver de l'égaler. C'était une production tellement absurde que même les journaux américains ont publié les données sans vergogne, comme s'il annonçait le score d'un match déjà décidé. Alors que la machine de guerre nazie fonctionnait à la limite de la pénurie, les États-Unis dépassaient, en plein conflit, les pics de production allemands en temps de paix. L'ironie tranche comme un couteau, en 1944, ce n'étaient pas les familles allemandes qui envoyaient des colis aux prisonniers, mais les prisonniers qui nourrissaient l'Allemagne. Avec les salaires gagnés dans les champs, ils achetaient du chocolat Hershey, du café instantané et des canettes de spam pour les envoyer aux mères, épouses et enfants qui, de l'autre côté de l'Atlantique, survivaient avec des rations quotidiennes de 1200 calories. Les records de la Croix-Rouge sont implacables, 11 millions de colis ont traversé l'océan entre les mains d'hommes qui, techniquement, étaient des ennemis. Chaque carton était une bombe idéologique. Imaginez la scène, un enfant allemand, émacié à cause de la fin de Guerre Inter, déchirant le papier d'un paquet estampillé, d'un prisonnier de guerre aux États-Unis, et trouvant des barres de chocolat que son propre pays ne pouvait pas fabriquer. Alors que le régime promettait la victoire par la privation, la défaite est arrivée enveloppée dans du cellophane au goût de vanille. C'était la preuve vivante que le Reich n'était pas seulement en train de perdre la guerre, il la perdait face à un système qui pouvait offrir le luxe même à ses captifs. Et le contraste ne s'arrête pas à la nourriture. Tandis que les Allemands avalaient les discours sur le « sacrifice pour le pays », les Américains se plaignaient de la nourriture. 2 kilos de sucre par mois. Une tragédie nationale 3 fois plus que ce qu'un civil allemand a vu en un an. Viande rationnée à 28 onces par semaine? Un scandale, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il s'agissait de la consommation mensuelle d'une famille allemande. Les données de l'Office of Price Administration sont brutales, même avec le rationnement, l'Américain moyen consommait 74 livres de sucre par an en 1944, soit 10 fois le quota allemand. Et ce n'était pas seulement une question de quantité, c'était une question de variété. Alors que l'Allemagne produisait un soda doux amer et rare, les États-Unis avaient Pepsi, Dr Pepper, RC Cola, Orange Crush ou une guerre des saveurs sur chaque étagère, avec des embouteilleurs crachant des millions de bouteilles par an sur une chaîne de production si efficace que l'économie planifiée de Goebbels ressemblait à une foire médiévale. La répartition? Un réseau capillaire, chaque ville, chaque station-service, chaque épicerie avait des réfrigérateurs pleins. En 1945, la production annuelle de boissons gazeuses aux États-Unis atteignait des milliards de bouteilles, soit des dizaines par habitant, alors que l'Allemagne ne pouvait même pas fabriquer de capsules. C'était une abondance tellement systématique qu'elle est devenue une arme psychologique. Quand, au printemps 1945, des prisonniers virent sur des films d'actualité des soldats américains distribuer du chocolat et du chewing-gum aux enfants allemands, ceux-là même que le Führer avait juré de protéger, le mythe de la supériorité aryenne s'effondra en éclats sucrés. Il y avait l'image définitive, les GI, les poches pleines de chewing-gum, nourrissaient l'avenir de l'ennemi, tandis que l'État nazi n'offrait que des cartes de rationnement et des promesses creuses. Et puis est venu le retour sur investissement. Entre 1945 et 1946, les anciens prisonniers débarquèrent dans une Allemagne en ruine et en ossements. Beaucoup sont revenus plus gros qu'au moment de leur capture. Les tests médicaux l'ont confirmé, pendant que leur famille languissait, ils mangeaient entre 3300 et 3600 calories par jour, avec du lait à volonté, de la viande chaque semaine et de la glace en été. Ils transportaient dans leur bagage non seulement des kilos en trop, mais aussi des cartons de la Croix-Rouge, les derniers colis conservés comme des reliques. Des enfants qui n'avaient jamais goûté de chocolat mordaient dans des Hershey's tandis que leurs parents racontaient comment, dans les champs américains, ils buvaient des milkshakes comme de l'eau. Ces hommes sont revenus comme ambassadeurs involontaires d'un monde possible. Ils avaient vu de leurs propres yeux que la richesse ne venait pas du pillage des nations, mais du fait de faire tourner sans arrêt la machine de production. Qu'un pays puisse être si prospère qu'il gaspille de la nourriture en temps de guerre tout en écrasant l'ennemi.
quand le plan Marshall a été introduit. Beaucoup d'entre eux ont été les premiers à le défendre. Ils savaient, par leur propre ventre, que les Américains n'offraient pas d'aumône, mais un modèle, la prospérité n'était pas une somme nulle, l'ingénierie, la logistique, le marché. Et l'Allemagne a entendu. Les anciens prisonniers qui avaient appris à boire Coca-Cola dans des canettes froides ont maintenant ouvert les premiers magasins de glace de style américain à Francfort et à Munich. Ceux qui avaient mangé des hamburgers dans les cantines militaires ont importé des machines en bouteilles et installé des usines. Le miracle économique allemand n'est pas né seulement du travail acharné, il est né de la mémoire de l'excès. De la certitude que si les États-Unis pouvaient servir des glaces aux prisonniers de guerre, l'Allemagne pourrait, et devait, faire de même pour ses citoyens. Les fichiers prouvent, ils ont été les rapports du siège, les records Coca-Cola, les cartes censurées des prisonniers, où ils ont décrit, étonné, store avec plus de nourriture que toute ma ville, qui a documenté la transformation. Comme l'a écrit Arnold Kramé, le plus grand historien de prisonniers de guerre allemands aux États-Unis, aucun programme de rééducation n'était aussi efficace qu'une assiette de haricots bacon servait 3 fois par jour. Les chiffres ne laissent aucun doute. Article prisonnier aux États-Unis, 1943 à 46, civil allemand, même période. Calories jour 3 cents 3,6 cents 2 cents 1,5 cents. Sucre mois 4 lbs, 1,8 kg, 280 g, quand il y en avait. Viande semaine 32 oses, 9 cents g, 10,5 oses, 300 g, si disponible. Les jours 1 litre, 950 ml, gravement rationné. Crème glacée servie régulièrement en été inexistant. Boisson gazeuse illimitée à 500 hoquins. Ce n'était pas de la publicité. C'étaient les mathématiques d'abondance. Et lorsque ces hommes, qui avaient vu des lignes de production qui ne se sont jamais arrêtées, des supermarchés complets, des travailleurs achetant de la viande intrépide, ont assumé des positions dans la reconstruction, ils ont pris la dernière leçon, la démocratie a non seulement gagné avec des chars. Gagné avec des étagères complètes. Par conséquent, en 1949, Coca-Cola est retourné en Allemagne non pas comme un soda, mais comme un symbole. C'est pourquoi les magasins de crème glacée ont copié les fontaines américaines de soda. C'est pourquoi d'anciens prisonniers comme Heinz Nordhoff, qui ont travaillé chez Ford aux États-Unis avant de revenir pour sauver Volkswagen, ont appliqué ce qu'ils avaient appris, standardisation, échelle, consommation de masse. Ils savaient, par l'odeur d'un abondant hamburger frit à l'huile, que l'avenir appartenait à ceux qui pouvaient produire le bonheur en série. Et l'Allemagne a finalement compris. Ils ont vu les supermarchés américains et ont compris, l'abondance démocratique n'était pas seulement une question de produire plus mais de mieux distribuer. Il ne sert à rien de remplir les entrepôts si les étagères sont vides pour le citoyen ordinaire. Dans les témoignages collectés des décennies plus tard, les anciens prisonniers allemands étaient unanimes, c'était l'abondance à la table, et non la défaite sur le champ de bataille, qui a démantelé leur certitude. Un officier de l'Afrique de Corp, interviewé en 1975, a avoué avec l'amertume, « Nous pensions que nous gagnerions une Amérique faible et divisée. Au lieu de cela, nous avons trouvé une nation qui offrait de la crème glacée à leurs ennemis. À ce moment, nous avons réalisé que nous n'avions pas perdu une seule guerre, nous avions perdu notre vision du monde. » Un autre vétéran, dans un documentaire de 1985, a décrit la première gorgée de Coca-Cola comme « boire l'avenir ». Doux, effervescent, superflu et disponible pour quiconque pour quelques cents. Cette bouteille contenait tout ce que le Troisième Reich n'était pas, l'abondance sans distinction, la démocratie dans le verre, la joie sans but militaire. Rapport, récolté au fil des décennies, confirmé, ou la défaite militaire n'a pas réussi à se convertir, l'abondance américaine a triomphé. Les hommes qui sont arrivés comme des soldats d'Hitler sont partis comme des témoins d'une prospérité qui n'avait pas besoin de canons pour s'imposer. Les historiens reconnaissent aujourd'hui, le programme de guerre des prisonniers n'était pas une rééducation à travers des tracts, mais par des preuves. Ce n'étaient pas des classes qui les ont convaincus, c'était le fonctionnement de la société qui les entoure, une machine de production qui, même en guerre, a traité l'ennemi avec dignité. Et rien n'était plus universel que la nourriture. Tout le monde comprend la faim. Tous reconnaissent la satiété. C'était indéniable, gain de poids, amélioration de la santé, les 3 repas quotidiens plus les achats à la cantine. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Allemagne rationnait encore des miettes. Chaque plat servi est devenu une leçon de capacité industrielle. Chaque coque, une démonstration de la logistique invincible. Chaque cinda de crème glacée, preuve que l'abondance pourrait être démocratique, pas un privilège de quelques-uns.
Les enfants de ces prisonniers ont grandi en écoutant des histoires qui semblaient des fables, des camps de concentration où il a mieux mangé qu'à Berlin. Lorsque l'Allemagne de l'Ouest a augmenté et que les produits américains ont frappé les magasins, les souvenirs des parents ont gagné le corps. Qu'est-ce que la légende est devenue réalité? Supermarché avec des couloirs infinis. Source de soda desservant Sinda. Les étagères de bonbons, chacune plus colorée et tentante que l'autre. Beaucoup de ces enfants, des années plus tard, traverseraient l'océan attirés par la même fascination qui avait marqué leurs parents, la promesse d'une abondance qui, dans l'Europe d'après-guerre, sonnait toujours comme un miracle. Et là, ils trouveraient tout comme ils l'avaient entendu, mais plus grand, plus brillant, plus accessible que l'imagination le permettait. Mais l'impact est allé au-delà des familles. La culture d'entreprise de l'Allemagne occidentale a absorbé ces leçons en tant que croyance, marché démocratique, normes de qualité, consommation de masse. Wirtschaftswunder n'était pas seulement une question de reconstruction des usines, mais de créer une société où la prospérité ne faisait pas exception que de règles. Aujourd'hui, l'Allemagne compte plus de 1400 McDonald's. Le coq est omniprésent. La crème glacée est triviale. La transformation qui a commencé dans les domaines des prisonniers américains s'est terminée. Et cependant, la leçon historique reste intacte, presque subversive, la conversion idéologique n'est pas venue par rareté, mais par abondance. Pas pour la punition, mais par générosité. Non pas par la propagande, mais par la démonstration quotidienne qu'un système pourrait être si puissant qu'il a gaspillé les ressources sans crainte. Ces hommes, qui ne croyaient pas à la crème glacée et au soda pour les prisonniers, ont vu de leurs propres yeux l'arme définitive de la démocratie, la capacité de produire autant de richesses qui pouvaient être partagées même avec l'ennemi. L'histoire des prisonniers allemands et de l'abondance américaine est peut-être la victoire la plus inhabituelle de l'histoire. Une guerre tirée de la générosité. Une idéologie vaincue par la crème glacée. Un monde qui régissait devant le soda. Ils sont venus convaincus de la supériorité allemande et de la faiblesse américaine. Ils ont compris que la force réelle n'était pas dans les réservoirs, mais dans une capacité de productivité si écrasante que Koch pouvait donner à des étrangers pour 500. Les Sinda, avec leurs couches de crème glacée, de sirop, de crème fouettée, de noix et de cerises, étaient la métaphore parfaite. Chaque ingrédient, seul, était déjà un luxe inaccessible en Allemagne à l'époque. Ensemble, ils ont formé une exagération de routine, une extravagance quotidienne. Le fait que les prisonniers puissent demander une deuxième partie tandis que les enfants allemands ont affarié ont révélé la taille de l'échec nazi. Beaucoup d'entre eux gardent en mémoire les moments exacts de la révélation, le claquement du premier Coca-Cola, le froid de la première glace sur la langue, le bonbon du premier Hershey au chocolat. Ces expériences sensorielles avaient plus de poids que n'importe quel discours. Ils avaient prouvé la démocratie. Et elle était douce. La transformation était totale. Les hommes qui ont marché à travers le Troisième Reich sont revenus en tant qu'apôtres de l'abondance, portant un message révolutionnaire, la prospérité ne venait pas de conquête mais de liberté. Ils avaient appris que le vrai pouvoir américain n'était pas dans leurs armées, mais dans la capacité d'offrir des glaces à ceux qui les détestaient. En fin de compte, les bouteilles Coca-Cola et les plats de crème glacée servis dans les prisonniers ont fait ce que les armées ne pouvaient qu'essayer, ils ont changé les cœurs et les esprits pour toujours. Ceux qui doutaient qu'il existait une telle abondance est devenu leur plus grand témoignage. Ils ont ramené à la maison la vérité que la démocratie était comme le chocolat et la liberté, l'effervescence des sodas. Son histoire nous rappelle que parfois les plus grandes victoires ne sont pas conquises par la destruction, mais par démonstration. Pas pour ce qui est pris, mais pour ce qui est offert. Pas pour la haine, mais pour le simple geste de servir de la crème glacée à un ennemi par une chaude journée d'été. Les hommes qui ont connu l'abondance américaine à mesure que les prisonniers sont devenus, contre toutes les probabilités, les ambassadeurs les plus improbables de la liberté, pour toujours transformés par l'impossible, Coca-Cola et la crème glacée en prisonniers. Et c'est finalement ce qui les a gagnés.